Salut Morgane, je te souhaite la bienvenue sur cette interview podcast du laboratoire du web. Donc, Eh ben, merci de m'avoir invitée. avec grand plaisir. Donc, l'objectif de mes interviews, pour resituer, même si ceux qui écoutent régulièrement le savent, c'est de parler mindset, mais pas forcément que de manière directe, mais que les gens voient un petit peu comment réfléchit un entrepreneur. Qu'est-ce qui fait que les décisions qu'il prend l'amènent à être un entrepreneur pour aider les gens à développer leur mindset en prenant des décisions similaires, puisqu'on dit que on est la moyenne des 5 personnes qu'on côtoie le plus. C'est Est-ce que vrai. ça te va comme programme? Parfait. Top. Alors, je commence toujours avec cette question, parce que je trouve qu'on la pose pas assez et ça permet de poser un petit peu le décor. J'aimerais savoir quel enfant tu étais. Alors, quel enfant j'étais? J'étais une enfant curieuse qui m'intéressait à comment fonctionnent les choses. Par exemple, à l'âge de 8-10 ans, je démontais des magnétoscopes pour comprendre le mécanisme et pour savoir comment ça fonctionnait. Ok. Ce qui au début a plutôt un peu énervé mes parents, mais en fait après ils étaient contents parce que dès qu'il y avait, tu sais, une cassette qui était coincée dedans, alors pour ceux qui sont nés après 1990, ça va pas leur parler, mais on avait souvent des problèmes de bandes qui se coinçaient Ouais. dans les magnétoscopes à l'époque. Et en fait, bah ça c'était nickel parce que j'arrivais à sauver la cassette, à démonter le magnétoscope, à sauver la cassette et à même la rétablir en mettant du scotch, etc. Enfin bref. Donc tu démontais le magnétoscope, mais tu le remontais aussi, ça c'est bien. Ah oui, je le remontais pour que ça fonctionne. L'idée, c'est de démonter les choses, de comprendre comment ça marche. Et une fois qu'on a compris, on sait le remonter, le démonter et on sait résoudre les problèmes. Ouais. Enfant également, je me posais pas mal de questions sur l'être humain parce que moi-même, j'avais des difficultés. J'aime bien dire, je suis 10 sur 10, tu vois. Je suis dyslexique, dyspraxique, dyscalculique, 10, la totale des 10. Et en fait, quant à ça, t'es pas adapté à la société, surtout à mon époque, quand j'étais enfant. Maintenant, c'est un petit peu plus connu, tous ces 10, mais à l'époque, je peux te dire que c'était pas du tout connu. Et donc, je me suis suradaptée, on va dire, pour pouvoir passer les étapes de l'éducation nationale, de même passer les étapes de discuter avec les gens, de les comprendre, etc. Mm. Donc, je me suis intéressée beaucoup aussi au cerveau, à l'être humain, au comportement, à pourquoi j'étais comme ça et comment résoudre le problème. Donc, opération aussi du cerveau pour l'ouvrir et comprendre pourquoi la bande elle est coincée. Et ça m'a amené donc, ça m'a amené à aller en fac de psycho aussi derrière, et puis à essayer de toujours mieux comprendre via les neurosciences plus tard, et de m'intéresser vraiment en fait à la fois, j'ai un profil assez atypique parce que j'ai un profil un peu geek, Mm. donc je m'intéresse à l'humain et à la technologie, et à comment on fait pour, surtout dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui, utiliser la technologie au service de l'humain et pas l'inverse. Donc ça, c'est hyper important pour moi. Dans tout ce que je fais, je replace toujours l'humain au centre. Ok. Voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à ta question, Oui, parce qu'il y a très bien tellement de choses répondu. à dire, j'essaie de synthétiser. Non, mais tu as très bien répondu à la question. Donc du coup, que ce soit enfant ou maintenant, en fait, tu as toujours eu cette passion pour l'être humain. Ouais. Et tu as fait de tes, j'appellerais pas ça des défauts, mais de tes spécificités, tes Ouais. 10 sur 10, tu les as transformés en fait en avantages, ou en tout cas en une Force. motivation, une Bah, force pour... c'est vrai que si tu veux, dès que tu as un handicap, quel qu'il soit, tu vas compenser ce que tu ne peux pas faire par d'autres skills, d'autres compétences. Par exemple, quelqu'un qui est non-voyant, il va compenser, par exemple, son audition, des choses comme ça. Ouais. Donc moi, j'ai toujours compensé par d'autres choses. J'ai développé notamment très fortement mon intuition. D'accord, chouette. Mm. Et tu te voyais faire quoi quand tu étais petite comme métier plus tard? Ça, c'est très rigolo comme question parce que
J'ai jamais pensé comme ça. Ok. J'ai jamais pensé en termes de métier, en termes de carrière. Tout ça pour moi, c'était trop. Le concept ne me parle pas. Ça fait partie, tu vois, j'ai des choses qui semblent très simples et très fluides aux gens. Par exemple, bah, qu'est-ce que tu veux faire dans la vie, qu'est-ce que tu veux faire comme métier, etc. Et moi, tu vois, ces questions-là, c'est des questions très compliquées pour moi. Parce que je pense que c'est une façon encore pour la société de te définir. Tu vois, tu te définis par le métier que tu fais. Ouais. Et je pense que c'est une erreur. Et moi, je me définis par plutôt qui je suis, comment je peux aider les autres. J'avais, si tu veux, en termes de métier, moi, c'était plus comment je peux aider les autres, mais pas quelque chose de figé. Et ce qui est marrant, c'est que si on se projette et puis qu'on revient là, on est en 2020, tu vois bien comment ça bouge. Tu vois bien comment les métiers se transforment, comment les métiers évoluent, comment des nouveaux métiers se créent. Et aujourd'hui, par exemple, pour des enfants qui sont, je sais pas, à la maternelle ou à l'école primaire, ben, en vrai, les métiers qu'ils vont faire, il y en a plein qui sont même pas encore créés. Donc, il y a plus de sens là-dessus. Mais c'est marrant que déjà petite, t'avais pas t'avais déjà ce câblage de pas vouloir faire comme tout le monde. Ouais, mais tu sais, en même temps, c'est même pas ne pas vouloir faire comme tout le monde, c'est même pas un souhait, tu vois. C'est plus les circonstances et la façon dont je vois le monde et la vie depuis toujours qui est différent, qui fait sûrement que j'en suis arrivée là. Donc voilà, après, moi, j'ai fait 10 ans de salariat. Dans tout ce qui était digital, hein, à partir des années 2000, enfin même avant, si tu veux, moi je suis un dinosaure du web. J'ai créé mon premier site en 1996 Effectivement. parce que justement je voulais comprendre et je disais à tout le monde, Internet va révolutionner le monde, on va tous communiquer avec, ça va être génial. Et les gens ils me regardaient bizarre, tu vois. Ton intuition. Ils me disaient, ils se disaient cette fille est folle. Qu'est-ce que c'est Internet, tu vois. Alors que moi, j'étais persuadée que ça allait révolutionner le monde et c'est ce qui se passe. Donc, ouais, j'ai fait 10 ans dans tout ce qui était web, mobile, application. J'ai bossé avec des clients médias, tu vois, avec TF1, avec M6, avec tous ces gens-là. Et quand je suis rentrée dans le monde du travail, j'ai pris un petit job comment ça s'appelait, d'opératrice de saisie pour des horaires de spectacle. Okay. Et en fait, toute ma carrière, elle a été basée sur. En fait, je suis montée en grade par rapport au mérite et pas par rapport à des diplômes ou tu vois, j'ai pas fait d'école de commerce. Et 10 ans plus tard, j'étais directrice business development international de ma boîte avec 4 pays, avec avec des trucs sympas et des gens, mes collaborateurs qui sortaient tous de grandes écoles, qui avaient beaucoup plus de background que moi là-dessus, et c'est moi qui leur apprenais les choses. Donc c'est rigolo. T'étais dans une méritocratie. Mais c'est bien. Ouais. C'est bien. Mais tu sais, je pense que j'étais une super salariée, quoi. C'est-à-dire que j'ai jamais bossé en tant que salariée. Pour moi, je bossais déjà en tant qu'entrepreneur. Ce que je faisais, je le faisais de tout mon cœur et enfin, c'est comme si c'était ma boîte, tu vois. Ouais, t'y mettais Donc, autant passion que ça avait été la tienne. ah bah moi, je suis la nana qui part en vacances avec son ordi et qui répond à son blog sur la plage. Ah. Mais il n'y a aucun problème avec ça, tu vois ce que je veux dire? Oui. C'est pas, je me mettais pas une pression ou j'étais pas obligée de le faire ou tout ça, et je me plaignais pas. C'est juste que je kiffais bosser, quoi. Donc, s'il y avait un problème à résoudre, même s'il est 3 heures du matin, c'est pas grave, quoi. C'est normal. Je comprends. Et du coup, avant qu'on bascule sur ce qui t'a emmené à l'entrepreneuriat, est-ce que tu peux te présenter rapidement pour ceux qui te connaîtraient pas sur la Morgane d'aujourd'hui et ce que tu fais? Yes, bah, comme je te disais, moi j'ai 2 passions dans la vie, l'humain et la technologie. Et aujourd'hui, j'accompagne les entrepreneurs, les indépendants à obtenir un business qui leur ressemble,
qui est rentable surtout, parce que c'est important. On dit souvent vivez de votre passion, etc. C'est pas si simple que ça. Il faut penser rentabilité, c'est important. Donc j'ai des programmes en ligne, en présentiel. Je crée des événements aussi. J'ai fondé le Web Entrepreneur Day avec Antoine Pétavin. J'ai fondé le Sommet Entreprendre au féminin. Le fast coaching, qu'est-ce que je peux te dire? J'anime le podcast de l'entrepreneur depuis 2014. Et puis je pars à chaque fois, comme je te le disais tout à l'heure, de remettre l'humain au centre. J'écoute beaucoup mon intuition. Et si tu veux, par exemple, si quelqu'un vient me voir, parce que effectivement, je suis quand même calée en marketing, en web marketing, etc. Quelqu'un vient me voir en me disant « Ouais, Morgane, faut que tu m'aides sur mon tunnel de vente, machin. » Je lui dis « Ok, mais très bien, mais je vais t'expliquer comment on travaille parce que en fait, ton tunnel de vente, on va pas le faire tout de suite. On va faire autre chose avant. » Tu vois. Ouais. Et après, tu prends pas. Mais moi, je suis en mode efficacité et je suis pas en mode je fais pour te faire plaisir ou je fais parce que tu crois que c'est bien pour toi. Je vais chercher ce qui est bien pour toi. Je vais t'aider à comprendre. On va casser les bonnes vieilles croyances limitantes racines qui te hantent depuis des années et qui t'empêchent d'avancer. Et après, on avance. Voilà ce que je fais aujourd'hui. Super présentation pour une super entrepreneur. Et donc du coup, dis-nous tout, dévoile-nous tout. Qu'est-ce qui t'a emmené de 10 ans de salariat où tu te plaisais dans ton job, où tu es arrivé au sommet par le mérite, à devenir une entrepreneur? Bah écoute, alors voilà, c'est ce qu'il faut comprendre pourquoi je suis restée salariée pendant 10 ans. Bah déjà, être salarié, c'est bien. Dans le sens où moi, je regrette pas du tout mes 10 ans de salariat. Je pense que ça m'a appris plein de choses. En fait, tu vois, il faut savoir, dans ma vie perso, j'ai eu des enfants assez jeunes. Pour te donner une idée, cette année, mon fils a 20 ans et ma fille 16, pardon. 16 et 20 ans. Donc, quand tu as des enfants comme ça, tu te poses d'autres questions que toi tout seul. Donc, en fait, dans mon parcours, j'ai plus pris un job quand mon fils était petit, était tout bébé, parce que j'avais envie de bosser, quoi, en fait. Et ce job-là m'a amené d'autres opportunités. Comme je te disais, j'ai monté toute l'échelle. Et en fait, je me suis pas posé de questions. Je me suis pas posé la question qu'est-ce que je veux faire, tu vois. Ouais. J'avais le job, donc je faisais mon taf, je faisais ma vie et puis j'avançais. C'est un petit peu, moi j'aime bien comparer ça à t'es sur l'autoroute de la vie, quoi. Donc t'es sur l'autoroute, t'as une ligne plus ou moins droite et t'avances. Et tu cherches pas à te dire tiens je vais prendre la départementale ou machin. Non, tu prends la 86, tu prends la 4, tu vois, t'avances. Et un jour que j'étais à mon poste de travail, il y avait devant mon super tableau Excel avec tous mes chiffres de ma business unit et qui était formidable et que je regarde, je suis sur mon tableau, je suis dans l'open space et d'un coup, je sais pas ce qui m'arrive et je me dis cette phrase, mais qu'est-ce que je fous là? C'est très bête, c'est-à-dire que il y avait rien de spécial où tu vois j'étais bien dans mon job, tu vois, et je me dis qu'est-ce que je fous là? Parce que là je me pose la question, ok Morgane, qu'est-ce qui se passe pour toi là? Comment tu te vois dans 10 ans? Qu'est-ce que tu veux faire de ta vie? Et je m'étais pas posé cette question. Et il y a eu deux facteurs extérieurs qui ont fait que je me suis posé cette question, je pense avec le recul, parce que sur le coup, tu te rends pas compte. Le premier facteur, c'est que mes grands-parents sont décédés assez rapidement l'un après l'autre l'année d'avant. Et ça te ramène un peu les pieds sur terre quand tu as des décès de proches comme ça, je pense, tu vois. Ça te fait un peu cogiter. Ouais. Et le deuxième facteur, c'est que mes enfants commençaient à être plus grands, tu vois. Ils étaient sortis de ce qu'on appelle la petite enfance.
si je dois faire un truc, c'est le moment. Parce que qu'est-ce qui se passe quand tu es confortable en tant que salarié dans une boîte, que tu es reconnu, que tu as un bon salaire, que tu as tout ce qui va bien? C'est qu'à un moment donné, tu te dis la chose suivante, tu te dis, à un moment, tu vas être prisonnier du truc. Parce qu'à un moment, les enjeux, ils sont trop grands. À un moment, tu es trop confortable. Ouais. À un moment, tu vas plus pouvoir partir parce que ce que tu as, c'est trop bien. C'est bizarre ce que je te dis. Je sais pas si tu comprends mon. Si, je comprends le raisonnement. Ouais. Et du coup, je savais pas encore quoi, comment, qu'est-ce que je voulais faire, mais j'ai pris conscience ce jour-là que j'avais besoin de me poser cette question: qu'est-ce que je veux faire dans ma vie? Qu'est-ce que je veux vraiment? Et à partir de là, le truc, c'est que moi, entrepreneur, je voyais bien que j'étais capable dans le sens où je gérais ma business unit. Donc, si tu veux, c'est comme si tu gères ta propre boîte finalement. Oui. Mais en exemple d'entrepreneur, j'en avais pas. C'est-à-dire que moi, dans mon entourage, ma famille, il n'y a pas d'entrepreneur. Ma famille, c'est des fonctionnaires, des militaires au service de l'État. Tu vois, c'est pas du tout dans la mentalité entrepreneur. C'est tout l'inverse. C'est l'opposé, oui. Donc j'avais deux images d'entrepreneurs, moi, les seules références que j'avais. C'était d'un côté l'entrepreneur, un gars qui a un homme blanc, 50, 60 ans, plutôt un gros bide, plutôt dégarni, avec un cigare dans la bouche, une petite bague en or, une Rolex, tu vois. Ça, c'est ma première version de l'image que j'avais d'un entrepreneur. Et la deuxième version, c'était plus du Mark Zuckerberg en mode tongs, short, on bouffe du code, il y a une team, on ne sait pas comment on va gagner de l'argent, mais on s'en fout, on va aller lever des fonds. Okay. Et du coup, j'avais un troisième truc qui me venait à l'idée sur l'entrepreneuriat, c'était qu'il faut absolument que j'ai une bonne idée pour me lancer. Et pour moi, une bonne idée, c'était quelque chose qui était absolument innovant et technologique. Voilà. Donc, je pars de là. Tu vois ce que je veux dire? Je pars avec des idées fausses, complètement fausses, parce que j'ai que ça en référence de toute façon. Donc, comment tu veux que je fasse autrement? Et donc, je lance la première chose que j'ai lancée en produit, c'était un service de conciergerie sur une application mobile à destination des cadres et des entrepreneurs pour les aider à gérer leur vie perso. Donc là, je répondais à une problématique que moi, je rencontrais dans ma vie de tous les jours de cadre, parce que autant la partie boulot, elle était nickel, autant la partie vie perso, c'était le bordel. C'est-à-dire que quand mes enfants me demandaient qu'est-ce qu'on fait ce week-end, je leur disais, on est déjà le week-end. J'en ai aucune idée. Quand un matin, je me lève de mon lit et que je mets les pieds par terre et que j'ai 1 centimètre d'eau parce qu'il y a une fuite dans ma salle de bain et que je dois être dans 1 heure chez TF1, je suis en panique totale parce que je sais pas comment faire, je sais pas qui appeler, je sais pas. Donc, j'avais créé cette application pour démocratiser un petit peu la conciergerie. Parce qu'il y a beaucoup de conciergeries de luxe où tu payais des forfaits genre à 500, 1000 euros par mois, où tu avais de la conciergerie quand tu avais une Mercedes ou des choses comme ça. Mais le milieu de gamme des entrepreneurs et des cadres qui n'ont pas forcément les moyens de se payer ça, il n'y avait pas. Et donc, j'ai créé cette application. Et puis, ça a un peu marché, pas ouf non plus. C'était par abonnement. Et avec des demandes illimitées, en fait, par message directement, tu demandais dans l'application et ça te répondait tout de suite. C'était en quelle année, ça 2012. D'accord. Donc, c'était avant tout ce qu'on a connu après, de plateformes, tu sais, où tu peux, alors j'ai pas donné de marque, comment je peux te faire ça, où tu as des services à la personne disponibles sur Internet. Ok, ouais. Tout ça, ça n'existait pas, il y en avait pas. Et pour faire ça, je me suis dit, ok Morgane, bon,
quand tu vas faire, parce que bon, moi bosser de chez moi, faire mon petit truc et tout, j'ai aucun souci avec ça. Si tu veux, c'est dans ma mentalité, il y a pas de problème. Par contre, la faiblesse que j'ai là-dessus, c'est que je peux rester effectivement dans une grotte avec un ordinateur, une connexion Wi-Fi pendant 6 mois sans voir personne, j'ai aucun problème. Donc, pour remédier à ça, je me suis dit, ok Morgane, il faut absolument que tu ailles quelque part et que tu vois des gens, parce que sinon tu ne vas plus voir personne. Surtout quand tu passes de super manager, c'est-à-dire j'avais des équipes en direct, tu vois, j'avais une vingtaine de personnes en direct, plus des équipes partout dans le monde, donc c'était quand même entouré, si tu veux. Tu te retrouves de très entouré à plus personne, enfin à toi tout seul, donc c'est un peu difficile. Je me suis dit, ça va être dur pour toi. Et donc je me suis dit, bon bah allez, je vais prendre des bureaux, je vais prendre un coworking. Ouais. Donc en fait, je suis allée tout de suite en coworking avec mon petit truc de conciergerie dématérialisé. Et ce qui s'est passé, c'est que sur place, donc il y avait d'autres entrepreneurs qui voyaient comment je bossais et qui ont commencé à me dire ah Morgane, mais comment tu fais ça? Alors je dis bah comme ça, comme ça. Ah bon? Mais tu sais faire les réseaux sociaux? Ouais. Tu sais faire de l'achat de pub? Ouais. Tu sais faire un site web? Ouais. Tu sais faire ceci, tu sais faire ça? Ouais, ouais. Ok. Donc en fait, j'ai commencé à faire des missions de consulting pour les boîtes qui étaient avec moi en coworking, qui me voyaient bosser. Après, on m'a dit, tu sais faire de la formation? Parce que moi, j'ai besoin de former mes équipes sur les réseaux sociaux, etc. Je fais, bah ouais. Alors, je commence à faire de la formation. Après, on m'a dit, Morgane, tu sais faire du coaching? Je fais, bah, je sais pas, on peut essayer. Ouais, vas-y, c'est parti. Alors après, j'ai passé une certification en neurosciences appliquées sur le coaching motivationnel derrière, mais sur le coup, je me suis lancée dans le coaching sans avoir de certification. Mais après, je l'ai passé en 2014. Et finalement, bah, j'ai fermé mon assistant personnel parce que je voulais me concentrer sur les autres missions. Parce que j'avais un rapport 80-20, il y a la fameuse loi de Pareto qui est arrivée où je faisais 80% d'énergie sur la conciergerie pour 20% de revenus et 20% d'énergie sur l'émission pour 80% de revenus. Donc je me suis dit, allez, on switch, tu fais déjà assez de choses, focus. Et déjà, si tu fais déjà consulting, formation et coaching, c'est déjà pas mal. Donc finalement, je me suis orientée là-dessus. Alors je te la fais courte parce que moi, entre 2012 et 2020, j'ai monté 4 boîtes et demie. Et demi parce que en fait j'en ai monté une en Chine avec un associé qui m'a fait un sale coup, donc qui est parti avec la caisse. Donc c'est pour ça qu'il y a le demi. Mais sinon, tu vois, j'ai fait une application de paris sur la météo. J'ai fait une application de géolocalisation de restaurants entre amis. J'ai fait aussi d'autres choses à chaque fois en même temps que mon consulting formation coaching. T'aimes bien les applis? J'aime bien la techno, donc c'est sûr que voilà, c'est à l'époque j'avais travaillé aussi avant que le cloud soit super mainstream. J'avais travaillé sur un processus de cloud sur une clé USB qui permettait de stocker beaucoup plus de données que la clé en elle-même. Enfin, des trucs un peu geek, quoi, tu vois. J'aime bien. Okay. Et est-ce que tu as d'autres choses à rajouter sur le parcours entrepreneur? Qu'est-ce que je peux te rajouter Vraiment, hein. Aujourd'hui, là, j'ai sorti un livre aussi qui s'appelle Entreprendre au féminin, qui est tout récent. Super, un beau projet. Voilà, non, je pense que je te fais le résumé parce que on va pas faire une interview qui dure 4 heures, mais je pense que les gens ont compris à peu près. Donc du coup, je vois que tu es une passionnée finalement et enfin le côté entrepreneur, tu l'as naturellement dans le sens où enfin tu peux pas t'arrêter enfin t'as toujours des choses que tu veux faire, que tu mets en place et finalement enfin le profil entrepreneur te colle bien à la peau. Ah mais carrément, mais tu sais, moi je suis pas quelqu'un qui m'ennuie. Hein. Oui, non, mais C'est impossible pour moi de m'ennuyer. J'ai toujours 50 000 trucs à faire. D'ailleurs, j'ai créé une méthode de gestion de priorité parce qu'on avait marre des GTD, des machins, des Pomodoro. J'ai créé ma propre version pour gérer ça parce que quand je suis toujours sur 2 ou 3 projets en même temps et j'arrive à focus, tu vois, quand il faut. Donc parce que sinon ça avance pas. Donc du coup, ouais. Alors ça, on pourrait dire que c'est ta grande qualité.
Ça serait quoi, selon toi, justement, ton défaut en tant qu'entrepreneur? Pas forcément en tant que, pas perso, hein, mais en tant qu'entrepreneur. Mon défaut, c'est que j'ai tendance à peut-être surproduire, surdonner, tu vois. Alors, c'est un défaut et une qualité parce que mes clients, ils sont contents. Ouais, forcément. Mais j'ai tendance, effectivement, je pense, à peut-être trop donner. Ce qui du coup, au niveau énergie, si tu veux, peut me coûter. Et puis peut aussi m'empêcher, par exemple, d'avoir plus de clients. Je te donne un exemple. Quand je fais de l'accompagnement individuel, Oui. je peux pas prendre plus de 2 clients par jour. C'est impossible. Ah oui. C'est impossible. Ok. Je peux pas enchaîner, tu vois, 15 000 rendez-vous stratégiques, planifier toutes les demi-heures, tout ça, je peux pas. Je peux pas parce que je suis tellement à fond et je mets tellement mon énergie avec la personne quand je l'accompagne que j'ai besoin de récupérer. Faut un palier de décompression. Ouais, exactement. Et puis même moi, tu sais, avec mes 10 et tout ça, j'ai besoin de me recentrer et de reprendre ma concentration. Et bosser 4 heures d'affilée, par exemple, je peux pas le faire. D'accord. Alors que je suis une grosse bosseuse. Mais je vais être obligée au bout de 1 heure et demie, de faire une petite pause, de marcher un peu, de sortir, de souffler, de rien faire. Ça peut durer 5-10 minutes et je repars. Mais j'ai besoin que ce soit euh, au niveau de la productivité, au niveau de ma concentration, au niveau de mon énergie, j'ai besoin qu'il y ait des petites coupures. Ok, je comprends. Et, euh, et justement, tu t'organises comment dans tes journées? Alors, j'utilise ma propre méthode, je vais te la donner. Bah oui, tant qu'à C'est faire. la méthode OUI, OUI, obligatoire, urgent, important. Ok. Donc, moi, je remplis mon planning en général. Alors, sauf exception, là, comme je suis en plein sommet entreprendre au féminin, c'est un peu plus compliqué que d'habitude, mais c'est 10 jours par an, donc ça va. Je remplis mon planning à 70% et le reste, je le laisse vide pour faire face aux urgences. Ouais. Ce qui me permet du coup de caler des trucs qui auraient été impossibles à caler. Et chaque jour, mon objectif, c'est de faire au moins 3 tâches, quelles qu'elles soient, soit obligatoires, soit urgentes, soit importantes. Si je travaille 5 jours par semaine, ce qui n'est pas tout à fait vrai, puisque je travaille un peu plus que ça, mais on va dire, si je fais une semaine de lundi au vendredi, ça fait 5 jours. Et si je fais 3 tâches par jour, obligatoires, urgentes, importantes, ça veut dire que j'ai accompli 15 actions obligatoires, urgentes ou importantes pour mon business dans la semaine. Donc, c'est juste énorme. Donc, je vais rester sur du focus. Tu vois, pendant 1 heure et demie, je vais bosser sur un projet, mais je vais faire que ça. Après, je vais faire une pause. Et puis, 1 heure et demie après, je vais bosser sur autre chose. Donc, c'est en découpage, si tu veux, de petites actions, de focus ultime sur ces petites actions. Et le fait de faire 3 tâches par jour, obligatoires, urgentes ou importantes, te permet aussi de ne pas procrastiner sur des choses. Tu vois, par exemple, dans les obligatoires, souvent, c'est les choses les plus dures pour moi parce que ça va être tout ce qui va être administratif. Ouais. Moi, l'administratif, la paperasse, les machins, ça me saoule à un point. Voilà. Donc, quand j'ai un courrier à envoyer, un machin, c'est dans mon obligatoire. Et donc, finalement, je vais le faire parce que c'est dans mon objectif de la journée. Ok. Et donc du coup, si t'en fais 3 par jour, enfin ça fait au bout de l'année, ça fait. Au bout de l'année, ça fait un sacré paquet. Et c'est pour ça que j'arrive à avoir autant de productivité, quoi. Souvent, les gens, ils me disent, je sais pas comment tu fais, Morgane, t'es une machine de guerre, machin. Je dis, ouais, mais j'abats les trucs, quoi. Ouais, c'est ça. Je fais les choses jusqu'au bout. Et
et elles sont ordonnées comme ça, tu vois, dans ma semaine. Ok, une serial killeuse de la production. Et Ah oui, il y a de la discipline, c'est sûr, tu es obligé. Si mais moi, je me discipline pas, je pars dans tous les sens. Donc, c'est pas, voilà. mais c'est bien en plus, comme tu as cette capacité à te discipliner, et puis de toute façon après la discipline, euh, je trouve que c'est quelque chose qui se forge. Ouais. Tu vois, enfin, quand j'ai commencé à être entrepreneur, j'avais pas trop la discipline de travailler tout seul chez moi. Et au bout d'un moment, bah, t'as pas le choix. Et puis à force de pas avoir le choix, tu te muscles comme en sport finalement. Ouais, c'est ça. Ça devient une habitude. C'est ça. Alors, t'as la chance entre guillemets d'avoir des enfants qui sont plus grands. Mais est-ce que t'as eu des périodes qui étaient plus compliquées, justement sur le fait de gérer ton temps avec tout en faisant attention à ta vie perso? Bah, c'est beaucoup plus facile de gérer ton temps quand tu es entrepreneur que quand tu es cadre sup, hein. Ok. Bah ouais, c'est clairement, enfin, au niveau du temps que je passe avec mes enfants, j'ai passé beaucoup plus de temps avec mes enfants en étant entrepreneur qu'en étant cadre. Parce que quand t'es cadre, t'es coincé toute la journée au bureau, quoi. Oui. Là, en fait, je fais ce que je veux. Si tu vois, ma fille, je sais plus à quelle heure elle rentre du collège aujourd'hui, du lycée, mais si elle rentre à 4h30, je vais me poser avec elle, on va goûter. Enfin, tu vois, truc improbable que tu peux pas faire quand t'es cadre. Tu peux pas rentrer chez toi. Attendez, il est 16h, je vais rentrer parce que je dois goûter avec ma fille. Je peux Oui, pas faire ça. il y a cette flexibilité. Mais oui, bien sûr. Bon. Mais c'est que je trouve que c'est un sujet intéressant parce qu'il y a on voit beaucoup de success stories sur Internet de jeunes entrepreneurs qui sont seuls. Oui. Et à côté de ça, il y a quand même beaucoup de gens qui veulent être entrepreneurs ou qui galèrent et qui ont une vie un peu plus classique, qui sont pas nomades digitales, qui vivent pas en Thaïlande ou je ne sais pas où, et qui ont un cadre de vie un peu plus classique avec des enfants, l'école à gérer et autres. Et je trouvais que c'était un sujet intéressant à traiter sur comment gérer ça. Tu vois ce que je veux dire? Bah, clairement, tu as 100% raison et c'est un exemple que je donne souvent aussi, en particulier, tu vois, pour les femmes entrepreneurs, c'est que on va pas se reconnaître, et j'ai rien contre eux, hein, attention, c'est Moi pas non du plus, tout, hein. mais on va pas se reconnaître dans les petits jeunes de 20 ans qui te font des vidéos en Thaïlande et qui sont nomades digitales, quoi. C'est pas possible. Enfin, moi, je peux pas. Alors, oui, je suis entrepreneur, je peux partir avec mon ordinateur et oui, je peux vivre en Thaïlande, mais je le ferai pas parce que ma famille est là, parce que mes enfants sont à l'école, parce que je vais pas leur dire venez, on va habiter en Thaïlande. Enfin, tu vois ce que je veux dire. Alors après, il y en a qui le font, hein. Enfin, mais moi, c'est pas mon truc. Moi, j'ai juste une vie normale avec les enfants qui sont intégrés dans le système, tu vois. Et oui, c'est plus compliqué pour un profil comme le mien avec 2 enfants. Moi, je suis séparée de leur père aussi. Je me suis séparée très jeune. Donc, du coup, bah, j'ai dû assumer toute seule les enfants aussi, tu vois, à un moment. Donc, ouais, au niveau responsabilité, c'est pas du tout la même chose. Si je veux faire une vidéo je sais pas, à 19h30 chez moi pour faire un webinaire ou je sais pas quoi, bah je pourrais pas, dans le sens où ça va empiéter sur ma vie de famille, tu vois. Ou alors je vais le programmer à l'avance, tu vois. Là, j'ai des vidéos sur le sommet entrepreneur féminin qui sont à 21h. C'est 10 jours par an. Je préviens ma famille avant. Enfin, c'est toute une organisation chez moi, mais c'est pas un truc improvisé et c'est pas un truc que je vais faire tout le temps, quoi. Donc, clairement, t'as moins de temps pour ton business, mais en même temps, moi, je pense que peu importe le temps que tu passes sur ton business, l'essentiel, c'est de passer un temps qui est efficace. Tu vois, c'est un petit peu comme les salariés. Moi, tu vois, quand j'étais manager, anecdote, à un moment, il y a une consigne qui est passée où on nous a dit, oui, à partir de maintenant, il faut dire à vos équipes qu'il faut qu'elles soient là entre 9h et 19h tous les jours parce que il y a trop de gens qui arrivent en retard le matin, il y a trop de gens qui partent trop tôt le soir et c'est pas normal, etc. Et moi, quand j'ai reçu cette consigne, je suis allée voir le boss et je lui ai dit, moi, cette consigne, je ne l'applique pas à mon équipe.
Non mais Et il m'a dit quoi, machin, nanana. Je dis mais je m'en fous. Je dis si quelqu'un, tu viendras taper sur moi. Je dis si tu as un problème avec quelqu'un de mon équipe qui arrive à 10h au lieu de 9h30 et qui part à 17h30 au lieu de 19h, c'est moi que tu vas taper, c'est pas lui. Je dis moi, c'est clair et net, voilà, je te le dis. Si tu as besoin de donner des sanctions sur cette consigne, c'est pour moi et mon équipe, elle fait ce qu'elle veut. Alors c'était tout un bordel, hein, je peux te le dire, mais moi je dis les choses, j'ai toujours fonctionné comme ça. Et en fait, jusqu'à donc c'était un peu tendu, mais moi je m'en foutais. Je leur disais aux équipes, moi je m'en fous de cette consigne. Parce que pourquoi? Regarde, est-ce que c'est parce que quelqu'un va passer de 9h à 19h sur son ordinateur qui va être plus productif ou qui va mieux travailler que quelqu'un qui va passer moins de temps? Non, ouais, non, c'est faux. C'est 100% faux. Et qu'est-ce qui s'est passé un jour? Eh ben un jour on a eu un gros souci. On a eu un gros souci. Donc, il faut savoir que moi, là où je bossais, c'était donc du digital dans plusieurs pays. Donc, ça fonctionnait tout simplement 7 jours sur 7 et 24 sur 24. D'accord? Il n'y a pas de répit, il n'y a pas d'heure. C'était tout le temps. Le truc, il fonctionnait tout le temps, tout le temps. Et un jour, il y a eu un gros problème qui s'est déclenché vers 18h. Et qu'est-ce qui s'est passé? Eh ben, tout le monde s'est barré, sauf mes équipes. Et moi et mes équipes, on était encore là à 22h pour résoudre le problème. Et quand le big boss il est arrivé et qu'il faisait le tour du bâtiment et qu'il a vu qu'on était les seuls qui étaient là, il m'a dit OK Morgan, j'ai compris. Dit, bah oui, parce que les autres tu leur as dit que c'était la pointeuse. Moi mes gars là ils sont là à 22h parce qu'ils savent qu'il y a un problème. Les autres tu leur as dit à 19h c'est les horaires de boulot nanana. Bah voilà, ils se barrent, ils ont fait leur quota. Il est 19h, ils s'en vont. Moi les miens non. Et demain, s'il y en a un où sa fille est malade et qu'il doit partir à 15h, il partira chercher sa fille, quoi. Tu vois? C'est une question de confiance, de respect. Je comprends parfaitement et je te rejoins beaucoup là-dessus, parce que la productivité, c'est un truc qui m'a beaucoup intéressé, qui m'intéresse beaucoup, parce que je suis aussi père de famille, investisseur, mon entreprise, je fais énormément de sport et il y a un moment donné, t'as 24 heures comme tout le monde, donc il faut savoir s'organiser. Et je te rejoins beaucoup, c'est la loi de Parkinson, je crois, qui dit, si on te donne 3 mois pour faire un projet, tu mettras 3 mois. Si on te donne 3 semaines, tu mettras 3 semaines. Donc évidemment, il y a une fourchette, hein, évidemment. Si on te dit t'as 3 minutes, ça risque d'être compliqué. Mais cette loi est assez intéressante parce que je me suis aperçu que des fois, avant, je prenais le problème à l'envers. Je me disais, tiens, faut que je finisse ça, faut que j'ajoute. Et la productivité que je trouve moi malsaine, c'est à vouloir en faire plus dans le moins de temps possible. Et je me suis posé question dans l'autre sens. Je me suis dit, alors ok, qu'est-ce que tu aimerais faire? Et tu vois, par exemple, aller chercher tes enfants à l'école, faire ton sport. Et j'ai fait dans l'autre sens. J'ai d'abord imposé mes trucs, et avec le temps qui me restait, du coup, je me suis mis au travail. Et bizarrement, c'est même pas bizarre, mais ça rentre quand même dans l'emploi du temps, tu vois, parce que le peu de temps, le moins de temps que prévu à la base, finalement, il est beaucoup plus efficace, que t'as pas le choix, et ça marche très bien. Ouais, mais c'est exactement ça. Hein. Moi, la loi de Parkinson, j'y crois à 3000%. Tu vois, l'année dernière, tu vois, je te parlais du sommet entreprendre au féminin. C'est un projet que j'ai lancé l'année dernière en 2019. Oui. Et ce truc-là, en fait, je l'ai lancé en 3 semaines. En 3 semaines, j'ai fait OK, je vais faire un projet, je sais pas quoi, comment, nanana. Je trouve la marque, je trouve le nom de domaine, je fais le site, je trouve 28 intervenantes, j'enregistre les conférences, je fais la page de vente, je lance le truc, je fais la com. 3 semaines. Joli. Les gens autour de moi, ils m'ont dit, tu es juste barjo, quoi. Je dis, bah non. En fait, j'avais fait un live, l'anecdote. Je fais un live, je me lève le matin, je me dis, oh, ce serait cool d'avoir des conférences, mais plus tournées vers l'humain et puis vers les femmes entrepreneurs avec d'autres valeurs que le copywriting, le gros hacking, le marketing, le machin, plus aussi tourné sur la famille, plus sur le bien-être, le mindset de l'entrepreneur. Et j'étais toute contente, j'ai cette idée, je me réveille, j'appuie sur le bouton live dans mon groupe Facebook et je leur dis, hey, salut les girls et tout ça. C'était un groupe de femmes. Et je leur dis, j'ai eu cette idée ce matin et tout. C'était début février 2019. Okay. J'ai eu cette idée ce matin. Est-ce que ça vous intéresse et tout? Ouais, trop bien, machin. Et là, elle commence à me poser plein de questions auxquelles j'ai pas les réponses. Tu vois genre, comment ça s'appelle? C'est quand? Il y a qui? J'en sais rien. Donc là, je leur dis, alors, comment ça s'appelle? Je sais pas. Je vais voir, je vais réfléchir. Il y a qui? Je sais pas. Bah écoutez, proposez-moi vos candidatures. Et puis, quand? Je sais pas. Et puis, j'en ai une qui me dit,
dans le chat. Ouais, le 8 mars, c'est la journée de la femme. Je fais, bah, vas-y, allez. Le sommeil, il est prêt pour ce jour-là. Est-ce que derrière, je sais comment, machin? Non, je sais pas. Je sais qu'on est début février et je sais que, bah, il faut que je fournisse pour le 8 mars. Ben, c'est parti de là, en fait. L'après-midi, je me suis dit comment je l'appelle. Je me suis dit, entreprendre au féminin, c'est pas mal. Je me dis, ouais, c'est mort, le nom de domaine, il doit être pris. Je le tape, il est dispo. Bon, ben, vas-y, hop. Après, je fais mon site, je fais mon logo, je fais mon machin, je sélectionne les candidats, j'enregistre les trucs et voilà, ça s'est fait en 3 semaines. Et j'en connais que ça fait très longtemps qu'ils font des sommets et ils m'ont dit, moi, pour faire un sommet correctement, j'ai besoin de 8 mois. Ah oui. C'est cool. Ouais. Mais et je comprends. Mais après, voilà, c'est le temps que tu vas t'accorder au truc, quoi. Alors, Donc, du coup, tu mets en avant 2 choses que je trouve formidables sur le mindset. La première chose, c'est avec Parkinson, c'est que quand le temps est plus limité, tu te forces à faire des choix de manière consciente ou inconsciente. Et à un moment donné, de toute façon, tu dois prendre des décisions. Par exemple, penser à choisir le nom de domaine et tout ça. Quand tu te donnes du temps, tu prends le temps. Mais quand t'as pas le temps, bizarrement, tu trouves et de toute façon, quand tu reviens en arrière, tu te rappelles même plus des autres idées que t'avais. Donc c'est comme les prénoms pour les enfants, quoi. Tu te poses une question pendant des mois, et puis une fois que tu l'as choisi, une fois que t'es habitué, tu te dis mais j'hésitais avec quoi? En fait, c'était évident, quoi. Bref. ouais, c'est vrai. Et le deuxième chose, je trouve que j'aime bien, c'est le niveau mindset, c'est d'avoir plutôt en ligne de mire la vision, plutôt que de se dire je vais avoir tel problème, tel problème, tel problème. Là, tu te dis, tiens, ok, j'ai une date, qui était le 8 mars, je dois faire ci, il va forcément y avoir des problèmes, mais je vais les régler les uns après les autres. Et je trouve qu'il y en a un qui l'avait très bien illustré avec son histoire, c'était Ty Chris au Web2Connect de... Oui, j'avais adoré. Et je trouvais son histoire géniale, c'est-à-dire que je vais sauter par-dessus la Seine. Bon, ça marche pas, bon, tant pis, je vais sauter de la Tour Eiffel. Ah bon, on peut pas faire la rampe jusque sur l'herbe, c'est pas grave, on va l'arrêter avant. On peut pas faire ci, bon, c'est pas grave, on va, tu vois. Et j'avais bien aimé ce mindset. Il a une vision qui est, il a un but, il a un objectif final, et les problèmes, il les abat les uns après les autres plutôt que de s'en faire une montagne avant même de savoir à quoi il va être confronté. Ah, mais c'est exactement ça, en fait. C'est-à-dire que moi, je prends les problèmes un par un et je sais que je peux les résoudre. Donc, voilà. Je me pose pas les problèmes avant qu'ils arrivent. Le problème, il est là, je le résous, point. C'est simple. Il n'y a pas de problème, il n'y a pourquoi tu fais des projections de choses qui ne sont pas arrivées ou qui n'existent pas? Moi, ça, je le fais pas. J'y arrive pas. C'est pas dans mon mindset. D'ailleurs, pour rassurer les gens, il faut se dire que de toute façon, il y a toujours plusieurs solutions à un même problème. Donc, c'est-à-dire qu'il y a plus de solutions que de problèmes. Donc, il n'y a pas de problème. Oui, c'est vrai. Est-ce que tu sais pourquoi tu fais tout ça? Est-ce que c'est que tu es toujours sur ton autoroute, c'est la suite logique? Ou comme il y en a qui aiment bien le dire en dev perso, est-ce qu'il y a un pourquoi? Est-ce qu'il y a une raison à ce que tu fais aujourd'hui? Je pense que je te l'ai un petit peu dit tout à l'heure. Moi, c'est aider les autres, quoi. Okay. C'est les pousser vers une transformation de leur vie vers la vie qu'ils méritent vraiment. Okay. Je pense que c'est ça, ma définition. Je pense qu'il y a encore trop de gens qui se rendent pas compte de leur capacité. Il y a encore trop de gens qui n'arrivent même pas à imaginer qu'ils pourraient faire autrement, alors qu'il y a tellement de possibilités, alors que chaque être est unique, chaque être a sa spécificité, son expertise, ses valeurs, et je pense que on peut tous arriver à une certaine réussite. Alors, tu sais, les mots comme réussite, comme bonheur, comme succès sont des mots très forts, et je pense que c'est des mots qui n'ont pas la même signification pour chacun d'entre nous. Mais avec la transformation que tu peux faire en étant en fait la meilleure version de toi-même, elle va forcément correspondre au final à ta propre idée du bonheur, du succès et de la réussite. Et c'est pas forcément conduire une Lamborghini ou avoir une super villa en Thaïlande. C'est peut-être autre chose. Et moi, j'ai envie de mettre en avant l'être humain, les valeurs humaines. Je pense que
on peut arriver, alors ça fait peut-être très bisounours comme discours, mais je pense que si individuellement tout le monde arrive à transformer sa vie de manière à trouver son succès, son bonheur, ben, tout le monde se portera mieux dans le monde, en fait. Oh, c'est beau, c'est une belle philosophie. Et tu conseillerais quoi justement à quelqu'un qui se lance ou qui tourne un petit peu en rond, ou ouais, c'est ça, quelqu'un qui s'est lancé en tant qu'entrepreneur et qui a du mal à décoller, tu lui conseillerais quoi plutôt que de se concentrer sur comme tu l'as dit tout à l'heure, hein, bon ben avant de faire ton tunnel de vente machin, on va d'abord faire autre chose. Ça serait quoi ce autre chose? Je pense qu'il faut revenir à des valeurs humaines, il faut revenir à notre essence, à ce qu'on veut, à notre authenticité. Et dans ce parcours-là, il va peut-être y avoir des échecs, il va peut-être y avoir des choses qui marcheront pas. En tous les cas, il faut le savoir vite, quoi. C'est-à-dire que si vous débutez là, si vous entreprenez, que vous voulez lancer un projet, restez pas pendant 6 mois dans votre cave à monter le projet ultime avec toutes les fonctionnalités, avec la machine, elle fait le café, le repassage, les M&M's et tout ça. Enfin, tu vois, il faut rester sur un truc, le faire bien et avancer par itération. Souvent, les gens abandonnent quand ils sont au bord du succès. C'est vrai. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont chronophages au départ. Vous mettez beaucoup d'énergie, vous n'avez pas forcément beaucoup de retours. Je pense aux réseaux sociaux, je pense aux publications que vous faites où il y a 2 likes dont celui de votre mère. À un moment donné, ça fonctionnera, mais il faut persévérer et il faut aussi que vous analysiez, que vous compreniez pourquoi ça marche quand ça marche et pourquoi ça marche pas quand ça marche pas. Et je pense qu'il faut être en processus d'amélioration continue. Comment je fais pour aujourd'hui j'ai eu 2 likes sur mon post, ok. Demain je vais reposter quelque chose. Comment je fais pour avoir 3 likes? Et puis quand j'ai 3 likes, comment je fais pour en avoir 5? Et puis quand j'en ai 5, comment je fais pour en avoir 10? Et en fait, il faut faire des petits pas, monter en puissance et se planter aussi, parce que c'est quand on fait des erreurs qu'on apprend. Je pense qu'en France, on a encore trop. Alors, c'est peut-être en train de bouger, mais on se dit ah mais si je poste ça, après les gens ils vont penser que nanana. Faites-le si ça vous parle en fait. Enfin, le regard des autres, c'est dur, hein. C'est compliqué à gérer, mais il vaut mieux faire un truc et se planter que pas le faire. Et puis sachez que quand vous allez être visible sur Internet, vous allez être visible dans la vraie vie, etc. Si vous devenez une personnalité publique, ben vous aurez toujours des gens qui vous aiment pas. Toujours. Il y aura toujours des gens qui vont critiquer ce que vous allez faire. Mais vous allez aussi avoir des gens qui vont devenir des fans, des gens qui vont vous supporter, des gens qui vont devenir des ambassadeurs pour vous. Croire que votre produit, votre service va plaire à tout le monde, que tout le monde va l'utiliser et que tout le monde va être super content et que tout le monde va être votre fan, c'est une erreur. Donc partez du principe que avancer dans le bon chemin aussi, parce que tu vois, on parlait des tunnels de vente. Il y a beaucoup de choses qui marchent en stratégie marketing. Moi, pour le coup, je connais bien le domaine. Il y a beaucoup de choses qui fonctionnent très bien. Par contre, tout n'est pas bon pour tout le monde. Ouais. Si vous, au niveau de votre énergie, on vous a montré que, je sais pas, vous recopiez, vous avez acheté une formation et on vous explique comment faire un super copywriting avec un super tunnel de vente, et que vous le copiez-collez, mais que quand vous le faites, votre cœur est pas là en fait. Vous êtes juste en mode robot et en mode je copie-colle et je suis bonne élève, etc. Votre truc il marchera pas. C'est une question d'énergie, c'est une question. Alors c'est un peu mystique ce que je suis en train de dire peut-être, mais je pense que votre intention, elle est directement corrélée à votre succès. Donc il faut que votre intention elle soit bienveillante, il faut que vous soyez authentique. Et écoutez
vous. C'est-à-dire que si à un moment, dans ce que le marketeur vous a dit de copier-coller, vous avez un souci avec ça, ne le faites pas. Voilà. Chouette. En même temps, c'est pas si mystique que ça. C'est comme quand tu discutes avec quelqu'un, c'est pas juste les mots qu'il emploie qui fait que tu le trouves sympa ou pas sympa. Il y C'est a, vrai. il y a plein de choses qu'on n'arrive pas à analyser. Donc tout ce qui Mmh. est, toi qui aime beaucoup l'être humain, Ouais, tu vois de quoi je parle, mais ouais. c'est le même principe quand on fait quelque chose. Ça m'est arrivé, par exemple, pour reprendre l'exemple du tunnel de vente. J'ai passé, j'ai mis beaucoup d'énergie sur mon produit principal, fait une belle page de vente, j'ai bien mis en avant, etc. Ça a cartonné. Et Mmh. après, j'ai voulu rajouter un upsell. Mais comme j'avais pas trop d'idées, j'ai fait un peu du copier-coller. Enfin, j'ai pas mis autant d'énergie et l'upsell autant, enfin, il servait à rien, quoi. Il se vendait pas Ouais, parce voilà. que il y a pas eu cette énergie dedans. Donc c'est assez logique. Donc si je résume un petit peu, euh, déjà d'apprendre un peu à se connaître, quelles sont les valeurs, ce qu'on veut véhiculer, tout ça. Ouais, Euh, Agir vite, donc ouais, pour se planter vite au besoin. ouais. Exactement. C'est super important, hein. Non, non, mais Vraiment. c'est vrai parce que quand tu te plantes, t'apprends et quand tu réussis, bah, t'apprends aussi. Mais voilà, tu Ouais, peux pas toujours, réussir. Et du coup, d'analyser surtout ce qui fonctionne et ne fonctionne pas pour justement améliorer. Parce que si t'agis bêtement, bah, il y a un moment donné, ça donne pas grand-chose non plus. exactement. Chouette, merci pour tous ces conseils. Du coup, où est-ce qu'on peut te retrouver, Morgane? Ben, vous pouvez me retrouver sur, Entreprendre au féminin, donc entreprendre-au-féminin.com et puis, bah, sur tous les réseaux sociaux, hein, Facebook, YouTube, Tu es partout. Insta, voilà. Chouette. Merci beaucoup pour tout le temps que tu m'as accordé. Et je vais finir avec une ultra rapide question pour terminer, que j'aime Ouais. beaucoup. Si tu avais un super pouvoir, ça serait lequel? Ah! La télétransportation. C'est un joli pouvoir, joli choix. Ouais, Super. Merci Morgane. exactement. Comme ça, je pourrais aller en Thaïlande en 2 jours et revenir à 4h30 pour goûter avec ma fille. Parfait, la boucle est bouclée. Merci Fabien. Merci beaucoup. Ciao.